Allez, dernière ligne droite de notre émission avec Solutions Patrimoine et avec nous Olivier Dagenac, directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière de Vie+, la filière de suravenir dédiée au CGP. Aujourd'hui, Olivier, si vous voulez bien, j'aimerais que l'on parle donation. Alors, vous allez me dire que je suis un peu fou ou pas. D'habitude, éditorialement, le sujet des donations, c'est un sujet qu'on met au mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Je suis fou ou pas ? Bonjour Jean-François. Alors, la donation regroupe tellement de différents supports que ça peut être le moment de faire un présent d'usage, le mois de juin, mais pour les donations un petit peu plus organisées, pour la transmission de patrimoine, peut-être que le mois de juin, c'est justement l'anticipation de cette fin d'année. Ok, alors si on regarde un peu ce qui se passe et le comportement des Français, est-ce que les Français sont généreux ? Alors, les Français sont généreux d'un point de vue philanthropique et d'un point de vue transmission familiale. Ils sont sur un montant équivalent d'année en année et ils restent sur une volonté de transmission assez forte. Alors juste, on les connaît comment les montants ? On doit les connaître par l'administration fiscale ? Exactement. Elles sont regroupées dans le budget de l'État. Elles apparaissent dans les droits de mutation à titre gratuit donation à hauteur de 4 milliards d'euros par an depuis quelques années. Ok, 4 milliards. Et donc, on en conclut deux éléments. Je crois que c'est 15 milliards sur les successions, mais on en conclut donc que les gens acceptent de donner plus que le montant des abattements. Est-ce que les règles aujourd'hui sont bien foutues par rapport à l'évolution de la société ? Alors, les règles, elles ont le mérite d'être stables, mais on l'a vu, notre président souhaitait les aménager, par exemple, en matière de famille recomposée, pour offrir des abattements équivalents aux beaux enfants par rapport aux enfants en ligne directe. Tout cela, malheureusement, n'a pas pu être réalisé. Ok, alors l'un des sujets, l'une des complexités techniques de la donation, c'est la cohabitation de deux règles. D'un côté, le Code civil, d'un autre côté, le Code général des impôts. Quelles sont les précautions à prendre ? Parce que très souvent, on peut avoir des clients qui veulent faire des choses de manière simple, qui disent je vais donner à l'un, je vais donner à l'autre, et puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ou il peut y avoir des problèmes ? Alors, il n'y a pas de problème si on respecte la règle. La première des choses, il faut savoir que les donations doivent être déclarées à l'administration fiscale pour faire courir le délai de reconstitution de l'abattement. Donc, dans un pays où certains, nos concitoyens sont averses avec tout ce qui est papier, déclaration, eh bien, il faut passer par devant notaire qui, lui, va s'occuper d'enregistrer la donation et de transmettre les conditions à l'administration fiscale. D'autre part, vous l'avez très bien dit, il y a un volet civil dans les donations, donc à qui puis-je donner, combien, dans quelle mesure, et un volet fiscal avec les abattements, la taxation, suivant l'affiliation et le montant donné. Alors, le volet fiscal, c'est le plus simple, un abattement qui varie selon le lien de parenté, exactement, reconstitué tous les 15 ans. Là où il y a une petite complexité, c'est sur le volet civil. J'ai 150 000 euros à donner à chacun de mes enfants. Je me dis, je vais faire ça tout seul. Le CGP, il doit intervenir pour dire attention, le fait de simplement donner un chèque et de faire une déclaration au fisc, même si ça vous coûte pas cher, vous vous mettez en risque ou pas ? On se met en risque au niveau du décès parce que si vous faites une donation simple, au moment de votre décès, on va regarder ce qui est devenu cette donation pour la réincorporer dans une masse fictive pour calculer la réserve. Donc, on va réévaluer la donation que vous avez réalisée. Si vous êtes passé par devant notaire et que vous avez fait une donation partage, eh bien, on va figer la valeur de votre donation au moment où vous l'avez réalisée, ce qui permet d'éviter les différents supports ou d'investissements qui ont été faits. D'accord, ça permet d'éviter que la fourmi qui a gardé l'argent et qui l'a investi, qui l'a placé, se retrouve finalement à devoir de l'argent à la cigale qui a profité de tout l'argent pour aller faire des tours du monde. Exactement, ça permet d'avoir une égalité entre les donataires et non pas de réévaluer au moment de la succession. Donc nécessité de rappeler les différences, les règles civiles qui peuvent poser des problèmes, notamment dans des donations simples. Je voudrais vous entendre sur la réserve d'usufruit. Les Français, ils donnent pourquoi ? Ils donnent pour échapper à l'impôt ou on a vu tout à l'heure que vous nous donniez des montants puisqu'il y avait des perceptions de droits ou ils donnent véritablement pour aider leurs enfants ? Alors,
Il y a différentes stratégies dans les donations. La première, c'est donner un coup de pouce. C'est la transmission en pleine propriété. Mais il existe aussi, comme vous l'avez très bien dit, la donation en démembrement qui va plus, elle, être là pour organiser la transmission, diminuer les droits de succession et commencer à transmettre un bien à tel héritier et un autre bien à tel autre. Donc, on est sur des stratégies différentes. Question justement sur l'usufruit économiquement. Finalement, celui qui le reçoit, il n'a pas grand-chose. Mais en revanche, fiscalement, c'est très intéressant. Alors, vous avez tout à fait raison. L'assiette de taxation en démembrement est inférieure à l'assiette de taxation au droit de mutation à titre gratuit en pleine propriété. Et la donation en démembrement répond à la problématique « je donne, mais je ne me dépossède pas totalement et donc je diminue la crainte de ne pas avoir assez à travers cette libéralité effectuée ». Je suis un petit malin et je me dis, tiens, je pourrais proposer à mon client un système qui consiste à lui dire, mais faites une donation d'une somme d'argent et puis gardez-en l'usufruit. On appelle ça dans le jargon le quasi-usufruit. Ça vous permettra de réduire vos impôts futurs. Ça marche ou ça marche pas? Alors ça marchait, ça ne marche plus depuis la loi de finances pour 2024 avec l'article 774 bis du Code général des impôts qui vient mettre fin à cette stratégie de donation d'une somme d'argent avec un quasi-usufruit immédiat sur cette somme donnée. Ok, l'ingénierie patrimoniale, ça doit répondre à des questions pratiques. Je voudrais qu'on entre une très précisément. Vous nous avez expliqué tout à l'heure le sujet des beaux enfants où le président de la République voulait faire changer les choses et pour l'instant, ça n'a pas changé. En réalité, on ne va pas se voiler la face. On a un allongement de l'espérance de vie et que, en général, quand on est grands-parents, on a ces enfants qui sont pas loin de l'âge de la retraite et qu'on a plutôt envie de donner un coup de pouce aux petits-enfants. Comment on fait pour donner et comment on arrive à optimiser les choses pour donner aux petits-enfants? Alors, la donation des grands-parents aux petits-enfants est assez commune parce que, comme vous l'avez très bien dit, on hérite de plus en plus tard, donc on a envie de donner un coup de main à nos petits-enfants. Il y a des abattements spécifiques, un qui est classique, le 31 865, et un qui est le don de somme d'argent exonérée, qui est du même montant. C'est l'ex-Sarko. Exactement, l'ex-Sarko. Donc, on peut donner plus, mais attention, encore une fois, à ne pas attaquer la réserve héréditaire des enfants, donc la part réservataire de mon patrimoine qui est nécessairement fléchée vers ces enfants et pour accompagner la donation aux petits-enfants. Quand on donne, on se démunit. C'est la définition de la donation. Donc, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que l'usufruit était une stratégie patrimoniale qui permettait de garder les choses si on craignait de manquer d'argent. Je voudrais vous entendre justement par rapport au sujet des grands-parents et des petits-enfants. Moi, j'ai envie de donner, mais j'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi. Vous pouvez organiser la donation avec des charges et conditions, c'est-à-dire donner, mais obliger votre petit-fils à réinvestir sur un contrat d'assurance vie qui va, par exemple, être bloqué jusqu'à l'âge de ses 25 ans. Comme ça, vous êtes certain qu'il ne le dilapidera pas dans les boîtes de nuit à 18 ans. Ok, dernière question. Là, on a parlé des transmissions traditionnelles. Quelles recommandations? C'est pas en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas le sujet que je traite le plus souvent. Quelles sont vos recommandations pour une transmission d'entreprise? Si la transmission d'entreprise veut s'accompagner de libéralité, il faut vraiment que ces opérations elles soient anticipées en amont de la cession, peut-être transmettre une partie de la société aux enfants et vendre une autre partie. Tout ça doit vraiment être organisé chronologiquement et aussi dans l'accompagnement, les charges et conditions, accompagnées d'un CGP et d'un notaire. Ok, donc vous êtes en train de me dire que pour juin, pour réfléchir sur une vraie bonne donation pour un client particulier, ça marche. Pour une transmission d'entreprise, il me faudra un peu plus de temps. Vous êtes presque en retard, Jean-François. Ok, merci beaucoup Olivier Dagenac d'avoir été avec nous. Mais on se retrouvera donc au second semestre et puis on regardera les problématiques du chef d'entreprise et on regardera des problématiques autour de l'entreprise dans Solutions Patrimoine. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain.